un genre littéraire comme l'autobiographie, un genre littéraire comme le théâtre. La poésie est un genre littéraire. Or, pour la typologie du texte, un texte se distingue par le fait qu'il est narratif, descriptif, argumentatif, explicatif ou encore prescriptif et injonctif. Aujourd'hui, j'aimerais bien revenir au texte narratif, un texte de type de la narration. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, Inch'Allah, vous aurez à lire la nouvelle policière. La nouvelle policière est une histoire. Et par conséquent, vous serez amené à analyser des textes, plutôt des passages narratifs dans la nouvelle policière. Qu'est-ce que c'est qu'un texte narratif? C'est un passage qui rapporte des événements situés dans le temps. Là, c'est une définition. Une autre définition, dans un texte narratif, nous avons le cadre spatio-temporel, à savoir répondre à la question quand et où se déroule cette histoire. Nous avons encore des personnages et ces personnages effectuent, accomplissent des actions qui correspondent à des événements. Et ces événements sont établis selon un ordre chronologique. Et bien entendu, qui dit texte narratif, dit aussi schéma narratif. Le schéma narratif est entamé avec une situation initiale, puis l'événement modificateur, bouleversant, qui change le cours de cette histoire, qui vient briser cette monotonie dans la vie de tous les jours selon l'histoire. Et puis nous avons les péripéties, les actions qui se développent après un ou plusieurs événements modificateurs. Et nous arrivons au dénouement et finalement nous avons la situation finale. Dans un texte narratif, l'auteur se permet d'utiliser et la narration, et la description, et le discours. Pourquoi cette alternance? Pourquoi cette variation dans les composantes du texte narratif? C'est bien entendu pour capter l'attention du lecteur, pour que le lecteur ne tombe pas dans la monotonie. Parce que si on a la même composante, c'est monotone, c'est lourd. Or, pour garder et pour conserver cette attention du lecteur, eh bien, l'auteur se permet, bien entendu, d'alterner. Nous savons que nous avons aussi les actions sont représentées par des verbes et que ces verbes doivent être conjugués à des temps et que ces temps verbaux de la narration correspondent à des règles, à un schéma. Nous pouvons avoir un texte narratif qui se déroule, dont les actions se déroulent dans le présent. Donc un texte narratif au présent. Ce texte peut être aussi transposé dans le passé. Et donc chacun des textes a ses propres temps, bien entendu, verbaux. Sans tarder, nous passons à un texte de base qui est un texte narratif. Nous traversons d'abord une plaine coupée de quelques crevasses. Puis, toujours allant péniblement de traîneau, nous gravissons encore 100 mètres d'une pente à 45 degrés. Après 4 heures d'effort, nous nous trouvons devant une crevasse large et profonde, absolument infranchissable. Nous n'avons d'autre ressource que repousser chemin et de retourner pomper pour
un passage extrait d'une œuvre intitulée 15 mois dans l'Antarctique. Pour l'information, les péripéties de cette histoire se déroulent dans la montagne et plutôt dans la neige. Bien. Nous allons voir les caractéristiques du texte narratif à travers ce passage. Nous avons d'abord le verbe traverser. D'abord une plaine coupée de quelques crevasses. D'abord aussi un élément de connexion. Puis est un connecteur chronologique. Il nous permet d'enchaîner les actions dans le temps. Et vous devez savoir que l'ordre des actions, l'auteur peut se permettre de revenir en arrière. Ce qu'on appelle un retour en arrière, ou ce qu'on appelle aussi un comeback. Il peut aussi anticiper, c'est-à-dire extrapoler, dire maintenant ce qui va se passer. Commencer son histoire avec la fin et puis ce retour en arrière. Donc il peut anticiper sur les événements et sur le développement de cette histoire et par conséquent de cette narration. Allant péniblement le traîneau. Allant veut dire tirer, c'est le participe présent du verbe aller, qui veut dire tirer les traîneaux. Et souvent les traîneaux sont tirés par des chiens. Péniblement nos travaux, nous gravissons environ 100 mètres. Là aussi c'est une action. Et là nous avons puis toujours allant. Donc nous avons deux actions qui se suivent dans un enchaînement narratif. Nous gravissons environ 100 mètres du pont à 45 degrés. Après 4 heures d'effort, et là il a sauté. Nous pouvons ici parler de l'ellipse. Donc c'est une tournure elliptique qui permet de sauter les faits secondaires qui n'ont pas beaucoup d'importance dans l'histoire. Donc pour précipiter les choses, donc j'utilise une ellipse, comme je dis par exemple, après 4 heures après, une semaine après, 2 mois après. Donc là, ce sont des expressions elliptiques que j'utilise ou que l'auteur utilise dans la narration. Nous nous trouvons, donc, c'est une situation qui va nous permettre de remarquer, là c'est le présent d'énonciation, là où il parle, au moment où il parle. Donc là, l'emploi, le texte, il est dans le présent. Et nous savons que le présent qualificatif a plusieurs valeurs, parmi lesquelles le présent de vérité générale, le présent de futur très proche, mais aussi le présent d'énonciation, c'est-à-dire le moment où s'exprime l'auteur. Nous trouvons dans une crevasse large et profonde, absolument infranchissable, la même chose ici, nous n'avons d'autre ressource que rebourser chemin, c'est-à-dire revenir en arrière. Parce qu'ils ne peuvent pas traverser la crevasse. La crevasse, c'est une cassure dans la neige, et donc là, il aurait été impossible, bien entendu, de traverser, et par conséquent, ils sont revenus. Ou retourner camper pour la nuit dans la plaine. Quelle plaine? Là, vous avez une relative que nous avons traversée. C'est le passé composé qui exprime l'antériorité par rapport à une action du présent. Parce que cette action a été réalisée avant. Donc ils sont la nuit et là, mais eux, ils ont traversé cette plaine. Une plaine, c'est un relief plat. La montagne, c'est haut. Donc, la montagne, les plaines, les dunes, les rivières, les mers, les océans sont des reliefs. Comme dans la plaine que nous avons traversée. Et là, nous avons ce qu'on appelle l'antériorité. Parce que le passé composé peut exprimer l'antériorité par rapport au présent, bien sûr, de l'indicatif.
Donc, un texte narratif rapporte des événements. Ces événements sont établis selon un ordre chronologique, selon un ordre temporel, que dans un texte narratif, nous racontons une histoire, nous racontons une histoire, et que cette histoire possède une situation initiale, un événement modificateur, des péripéties, et puis un dénouement qui va se projeter sur la situation finale. Que nous pouvons avoir aussi un texte narratif dans le présent, comme nous pouvons le voir dans le passé, chose que nous allons voir tout à l'heure avec un autre texte. Bien, donc chers élèves, pour le deuxième texte de base que j'ai choisi pour vous, est un passage, bien entendu, extrait, inspiré de l'œuvre La boîte à merveille. Et vous savez tous que La boîte à merveille est une œuvre écrite par le Marocain, donc l'auteur marocain Ahmed Sfraoui. D'ailleurs, les élèves de la première année bac étudient cette œuvre. Ils seront certainement interrogés sur cette œuvre septembre prochain. Inch'Allah. Dès notre arrivée, la Yaïcha me servit des gâteaux et du thé à la menthe. Elle parla ensuite de ses douleurs de jointure qui la taquinaient de nouveau. Elle posa une question à ma mère qui répondait avec complaisance, s'attardait sur un détail, se lançait dans une longue digression, mimait une scène. Nos voisins firent naturellement les frais de la fête. Donc, vous voyez que c'est une narration, c'est pour l'histoire et pour l'information. Ahmed Sfraoui, étant enfant, accompagne sa maman chez une ancienne voisine qui s'appelait Yaïcha, et là, il va nous rapporter les faits et ce qui s'est passé pendant cette visite. Dès notre arrivée, Yaïcha nous servit. Et vous remarquez là l'action, le temps de cette action, donc le temps verbal et le passé simple. Nous avons dit que c'est un texte dans le passé, par rapport à celui que nous avons vu dans le présent. Nous servit des gâteaux et du thé à la menthe. Elle parle là, passé simple. Ensuite, de ses douleurs de jointure. Là, nous avons puis, mais ici, nous avons ensuite. De ses douleurs de jointure et la taquiner. Ça fait partie de la concordance, la valeur de cet imparfait. Elle posa encore une action, 1000 questions à la mère. Parce que là, c'est des actions brèves, réalisées et puis accomplies dans le passé. Même si nous avons ici 1000 questions, parce que là, c'est une figure de style exprimant l'hyperbole. À ma mère qui répondait là, dans le cadre de la concordance avec complexe, s'attarder. Ici, c'est l'imparfait. Pourquoi l'imparfait? Parce qu'il y a une valeur de durée. S'attarder, mettre beaucoup de temps sur un détail, se lancer dans une longue digression. Il parlait sans avoir l'air de vouloir finir. Se lancer, l'imparfait aussi, de la durée. Mimer encore une scène, et là aussi il décrit comment sa mère discutait avec la voisine. Donc nous avons dit que pour un texte narratif dans le passé, nous avons 3 temps essentiels. Le passé simple, nous venons de le voir. L'imparfait encore, comme nous venons de le constater. Et puis, un temps que nous n'avons pas ici. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un dialogue, nous n'avons pas un discours, un échange de répliques. Et j'ai dit tout à l'heure que l'auteur souvent alterne ces 3 composants
Et là, comme vous pouvez le constater, nous avons pour les actions, donc pour la narration, c'est le passé simple. Pour la description, nous avons l'imparfait. Et pour le présent, pour le discours, nous avons encore le présent de l'indicatif, ou plutôt les temps du dialogue. Nous pouvons avoir dans un dialogue le présent de l'indicatif, le passé composé et le futur simple. Mais le temps de base que nous avons dans un discours, bien entendu, c'est le présent de l'indicatif. Nos voisins firent, c'est une constatation là, une action accomplie, achevée dans le passé par nos voisins firent naturellement les frais de la fête. Bien entendu, nous avons parlé du texte, nous avons défini ce que c'est qu'un texte narratif, nous avons parlé du schéma narratif, nous avons parlé aussi des temps verbaux. Et là, j'ai pour vous, chers élèves, un tableau récapitulatif des temps verbaux que nous pouvons avoir aussi bien dans un texte narratif au présent comme celui qui est dans le passé. Donc voilà, nous avons un tableau avec l'énoncé ancré dans la structure d'énonciation, donc le cœur, le noyau de l'énonciation, la situation, et puis nous avons l'énoncé qui est coupé de la situation d'énonciation. Donc ces éléments qui viennent s'atteler et s'attacher à la situation d'énonciation. Nous avons le temps de base pour l'énoncé ancré dans la situation, le présent d'énonciation au moment où on s'exprime. Il correspond, le présent, c'est-à-dire le présent de l'indicatif de l'énonciation, il correspond au moment où on s'exprime, le moment instantané. Bien. Pour le remplacer dans le passé, c'est énoncé coupé de la situation d'énonciation. Aussi, c'est le passé simple. C'est une action achevée, finie dans le passé. Action antérieure. Donc là, c'est dans le cadre de la concordance des temps. C'est mais aussi dans une autre leçon qui est aussi importante que ce que nous sommes en train d'étudier, à savoir le passage du discours direct au discours indirect. Et nous allons remarquer cela lors de l'analyse des exemples que nous avons au-dessous. Bien, donc pour les actions antérieures, nous avons le passé composé et le plus que parfait. Parce qu'il arrive parfois que, même dans le présent, nous pouvons avoir une situation où est employé l'imparfait. Et par conséquent, pour le passé composé et pour transmettre au discours indirect, nous sommes amenés à utiliser le plus que parfait. Pour les actions coupées de la situation d'énonciation, c'est-à-dire qui ne correspondent pas au présent, eh bien le plus que parfait, ou le passé antérieur. Vous savez que le passé antérieur est un temps composé. Il correspond à quel temps? Pourquoi? Parce qu'il correspond au passé simple. Comme temps, le temps simple qui correspond au passé antérieur, c'est le passé simple. D'ailleurs, pour former le passé antérieur, je dois mettre l'auxiliaire avoir ou être au présent, au passé simple, plus le participe passé du verbe avoir vu. Un exemple, dès que le voleur eut aperçu l'agent de police, il se sauva. Et là, vous voyez, vous avez deux actions. Eut aperçu, qui est l'action 1, qui se déroule antérieurement par rapport à l'action de base. Parce que là, nous avons une situation avec un circonstanciel. Dès que le voleur eut aperçu l'agent, et puis la phrase principale, la phrase de base, il se sauva. Et vous voyez donc ce que nous venons de dire, le passé antérieur avec, bien entendu, qui exprime l'antériorité par rapport à un passé simple.
Nous savons que le plus que parfait exprime l'antériorité par rapport à un imparfait, comme le passé composé exprime l'antériorité par rapport à un présent, comme le futur antérieur exprime l'antériorité par rapport au futur simple. Je peux dire, quand vous aurez terminé avec moi, vous pourrez écrire, ou plutôt tracer ce tableau dans votre... Vous pourrez tracer. Quand vous aurez fini, et quand nous aurons fini, le futur antérieur, qui exprime l'antériorité par rapport à pouvoir, nous pourrons, ou vous pourrez tracer ce tableau. Et puis nous avons, parce que si je dois situer le présent dans un axe de temps, le présent se trouve entre une action antérieure et une autre postérieure. Et c'est la même chose pour le passé simple et l'imparfait. Ce sont deux temps qui se trouvent, qui se situent dans le temps entre une action antérieure et une action postérieure. Sinon, tous les deux, ils vont se rencontrer dans une simultanéité. Je regardais la télé lorsque le téléphone sonna. Je regardais l'imparfait lorsque le téléphone sonna, le passé simple. Je corresponds pour exprimer la simultanéité. Deux actions qui se déroulent en même temps. Certes, chacune a sa particularité. L'imparfait, c'est la durée. L'action de regarder la télé prend énormément de temps, alors que l'action de sonner est une action brève, courte. Bien, nous avons pour les actions postérieures dans un énoncé où l'on s'exprime, vous avez le futur simple ou le futur proche. Vous savez que le futur proche, là encore, si j'ai à situer plus particulièrement et plus précisément le présent de l'indicatif, je dirais que le présent actuel, instantané, se situe entre un passé récent. Je viens de, nous venons de, je viens de rentrer chez moi, je viens de sortir, je viens de lui téléphoner, c'est le passé récent. Puis le présent, je téléphone, je sors. Et puis le futur proche, je vais sortir, je vais manger, je vais parler, je vais téléphoner. Donc le verbe aller plus un verbe à l'infinitif nous donne le futur proche. Là, le futur simple, c'est, vous le savez, c'est un temps simple. Pour le passé, nous avons le futur, ce qu'on appelle le futur du passé. Comment un futur peut être dans un passé? C'est un exemple tout simple que je peux vous donner pour que vous compreniez mieux les choses. Vous dites dans le passé. Par exemple, vous avez vu un match hier, celui du Real. Vous avez rencontré votre camarade, vous lui avez vendredi. Vous lui avez dit, je regarderai dimanche le match du Real. Donc lorsque vous avez parlé, le déroulement du match représentait pour vous un futur. Mais un futur par rapport à quoi? Un futur par rapport à un présent. Aujourd'hui, lundi, vous m'avez rencontré et vous allez me rapporter ce que vous avez dit à votre camarade. Alors, qu'est-ce que vous lui avez dit? Vous lui avez dit, j'ai dit à Omar que je regarderai. Donc l'action du match du Real, pour nous, n'est plus une action de futur, de présent. Non, c'est une action de futur par rapport à un passé. Donc vous dites, j'ai dit à Omar que je regarderai. J'ouvre la bouche pour montrer que c'est un conditionnel présent. Et la valeur, parmi les valeurs que nous avons sur le bien du conditionnel présent, c'est le futur dans le passé. C'est le futur par rapport à un passé. Mais pour nous, c'est du passé. C'est pour cela que nous disons, nous devons préciser, c'est le futur du passé qui correspond au conditionnel présent. Et puis, aller à l'imparfait. Ça, c'est entre deux. Là, nous avons, là où est-ce qu'on a vu ça? C'est le présent plus le verbe
indirect. L'imparfait plus l'infinitif. Nous arrivons à des cas particuliers. L'imparfait pour des actions répétées ou non limitées. Parfois, nous avons, dans le présent, je ne peux pas me permettre d'exprimer un autre temps que le présent, ou plutôt, mais pour le passé, nous avons l'imparfait, parce que l'imparfait possède plusieurs valeurs. Et parmi les valeurs de l'imparfait pour des actions répétées ou non limitées. Je dis bien répétées et non pas successives, parce que pour les actions successives dans le passé, c'est le passé simple qu'on doit utiliser. Or, pour les actions répétées, nous avons l'imparfait non limité, que je connais le point de départ, et parfois c'est lent, ça prend du temps, c'est durable. Nous allons voir cela. Et puis nous avons le présent de narration. Dans le passé, je peux raconter dans le présent. Pourquoi? Dans quel but? Dans quel objectif? C'est pour actualiser l'histoire, pour la rendre plus proche du présent. Souvent, l'auteur se sert du présent de l'indicatif comme outil de narration afin d'attirer l'attention. Il l'actualise, plutôt la réactualise pour la rendre plus vivante, plus animée. Donc c'est pour impressionner, émouvoir le lecteur. Donc parfois le présent de l'indicatif est un élément très important dans cet objectif-là. Pour les exemples, vous allez remarquer que c'est comme si on passe du discours direct au discours indirect. Sauf que là, c'est toujours à la troisième personne du singulier qui veut dire que c'est le discours indirect dans le présent, le discours indirect dans le passé. Il annonce qu'il a préparé le café et qu'il faudra vite partir. Il va se dépêcher. Comme vous pouvez le constater, il annonce, c'est le présent, l'antériorité, qu'il a préparé, le passé composé, la postériorité, le futur simple, et qu'il faudra, il va se dépêcher, c'est le futur proche. Donc là, nous avons un exemple qui correspond à ce que nous venons de voir et ce que je viens de vous expliquer. Nous transposons dans le passé. Qu'est-ce qui se passe? Il annonça qu'il avait préparé. Le passé composé devient plus que parfait. Là, le passé simple, parce que l'action d'annoncer, c'est une action qui ne prend pas énormément de temps, mais c'est achevé. C'est achevé dans le passé. Il ne peut pas se produire une deuxième fois. Donc, il annonça qu'il avait préparé le café. Et puis là, le futur dans le passé, et qu'il faudrait vite. Et puis là, il allait se dépêcher. Je sais que je vous en ai parlé pendant la leçon du passage du discours direct au discours indirect. J'ai nommé pour vous le discours indirect libre. Cette phrase correspond à un discours indirect libre. Pourquoi? Parce que je peux mettre un point ici. Il allait, parce que là je n'ai pas dit qu'il allait. Non. Il allait se dépêcher. C'est le verbe à l'imparfait comme nous l'avons signalé ici. Voilà. L'imparfait. Oui, je sais que je l'ai écrit quelque part. Bon, je vais trouver. C'est le verbe aller à l'imparfait plus un verbe à l'infinitif. Voilà. Aller à l'imparfait plus un infinitif. D'accord? Donc, ce que vous devez retenir se trouve dans ce tableau-là, que, grosso modo, voilà ce que vous devez comprendre et assimiler
retenir sur le texte narratif. J'ai essayé d'être, exhaustif, général, précis sur un certain nombre d'éléments correspondant à cette leçon. Dans un texte narratif, nous alternons la narration, la description et le discours, qui sont les composantes de ce texte, que dans un texte narratif, nous avons le cadre spatio-temporel, qui correspond à répondre aux questions quand et où se déroule cette histoire, que nous avons des outils que nous pouvons utiliser parce que c'est enchaînant. Nous avons vu le cas de puis, de ensuite, qui sont des outils de connexion chronologique, donc ce sont des connecteurs chronologiques, que dans un texte narratif, nous avons un schéma qui commence avec une situation initiale, avec un événement modificateur, un événement aussi bouleversant, qui chamboule le déroulement de l'histoire et qui s'ensuit une série de péripéties qui vont déboucher sur le dénouement, puis à la situation finale. Vous avez vu les temps verbaux, vous avez vu un texte au présent, un autre texte au passé, qui sont tous les deux des textes narratifs. Je vous promets de vous présenter encore dans le cadre des textes et typologies, de textes descriptifs, argumentatifs, explicatifs et injonctifs. D'ici là, portez-vous bien. Avant cette leçon, nous aurons déjà étudié encore une étude de texte qui a rapport avec la poésie. Mais cette fois-ci, cette poésie est particulière parce que nous allons parler aussi de la poésie marocaine. Vous devez savoir, chers élèves, que le manuel que nous avons est adapté au programme marocain. Vous l'avez d'ailleurs sur la première de couverture. Texte plutôt manuel adapté au programme marocain. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les instructions officielles, bien sûr avec la collaboration des spécialistes de la littérature française, de ceux qui ont veillé à la publication de ce manuel et à l'introduire dans le programme de l'enseignement des Français, aussi bien en France qu'au Maroc, ils ont vu raisonnable d'introduire des thèmes, des sujets pour les élèves. Et parmi les thèmes et les sujets en rapport avec notre patrimoine marocain. Nous savons que notre patrimoine marocain est riche, multiple, divers, ancré dans l'histoire du Maroc. Et là, pour la poésie, ce qui m'a impressionné, pour la poésie, ils ont choisi, un genre artistique très connu au Maroc, ancré, d'ailleurs les anciens vont se le rappeler, et puis dont beaucoup de poètes beaucoup de chanteurs se sont inspirés, parce qu'aujourd'hui les chanteurs préfèrent s'inspirer de textes poétiques de poètes que de paroliers. Les paroliers préparent pour l'interprétation d'une chanson. Or, le poète s'inspire de lui-même, de ses émotions, de son entourage, pour pouvoir nous donner des poèmes merveilleux. Et parmi le genre dont se sont inspirés, bien sûr, ces genres de l'enseignement, le Melhoun. Et nous avons deux chansons qui sont célèbres au Maroc, qui au départ étaient chantées par
des chanteurs de Milhoul, comme Hossein Toulali, comme Gnoun, comme d'autres encore. Et puis, ces chansons ont été reprises par des groupes qui ont marqué l'histoire du Maroc pendant les années 70 et 80, à savoir Nasser Iwan et Gilles Gilel. Et qui dit Gilles Gilel là, dit Shema, la bougie. Et qui dit Nasser Iwan dit Nahla, la baie. Je vais vous envoyer ces deux chansons, bien entendu. Certes, il n'y aura pas de chanteur, on ne va pas les chanter en arabe, mais il y aura les paroles en français avec la musique qui va accompagner, bien sûr, la musique que Inès Alouane et les Gigi lui ont trouvée. Je ne vous en dirai pas plus. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.